J'espère que vous allez très bien. Sissi Mustapha, bonjour. Tim, bonjour. Ela Tamela Abiba, bonjour. Akeshi, blessing, bonjour frère. Ben Oudjaba, bonjour frère. Ok, bon, nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Biaïga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler du mal à la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino ou Camari 2 ans. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore des probabos. Oui, c'est très important. C'est important, on doit parler des probabos. Vous voyez, c'est très important dans la vie. Et pourquoi Laurent Gbagbo et ses amis ont rendu le Ghana très riche? Il faudrait qu'on en débatte. Il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas que le Ghana est devenu riche à cause de Gbagbo Laurent et ses amis, à cause du gouvernement de Gbagbo. D'autres me diront que non, c'est faux, mais on ira sur cette affaire, sur ce sujet. On va en parler. On va en parler, c'est très important. Avant de commencer, je salue d'abord tous ceux qui sont en ligne, qui sont en train de regarder ce direct. Je les salue énormément. Bonjour, mes soeurs, mes frères, je vous salue. Mes salutations les plus sincères à vous. Voilà. Bonne santé à vous. Beaucoup de joie dans vos cœurs. Une santé de linos à vos familles. C'est très important. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler d'une association en fait qui se nomme la FAD. Donc, la FAD signifie Association de la diaspora africaine. Non. C'est une fondation. Vous comprenez? C'est une fondation de la diaspora ivoirienne, en fait, qui soutient les causes du président en exercice en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire et la paix aussi. Il faudrait que cela soit clair. Voilà, donc la FAD soutient cela. Donc, c'est une fondation qui a été mise sur pied ici à Paris pour soutenir la cause du gouvernement ivoirien, pour soutenir le gouvernement dans son projet de développement, dans son projet de l'émergence de la Côte d'Ivoire, dans son projet de prôner la paix, bien sûr, parce que on va venir sur le sujet de Gbagbo, mais j'aimerais éclairer quelque chose d'abord aux Ivoiriens pour qu'ils puissent bien comprendre. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas s'asseoir en même temps dans deux bateaux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez s'asseoir dans deux voitures différentes au même moment, hein, à la même minute, à la même heure? Non, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez avoir deux volants à la même minute, à la même seconde? Non, c'est impossible. Tu es assis dans ta voiture ou assise, tu as seulement un seul volant en main. Pour bien faire quoi? Pour bien conduire ta voiture. Le capitaine, il ne peut pas s'embrouiller les autres. Le capitaine est seul dans le bateau, c'est lui qui commande. Au cas où il y a un problème là, un autre prend le relais. Donc en Côte d'Ivoire, il y a deux voies. Soit la voie du développement, ou soit la voie de la réconciliation. Bon, cette voie de réconciliation, Gbagbo a pris ça pendant longtemps. Aujourd'hui, à cause de ça, Gbagbo n'a rien foutu au pays. Parce que tout projet de développement pour la Côte d'Ivoire était banni dans son programme. Il était sur un programme de réconciliation. Donc, il a passé tout son temps à parler de réconciliation. Il a sillonné tous les pays du monde au nom de la réconciliation. Donc, 10 ans et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Cette réconciliation, il ne l'a pas obtenue.
Développement, rien. Et la Côte d'Ivoire est là. Donc, un autre président est venu. Ce président, encore, il ne peut pas dire, il s'engage encore sur le chemin de la réconciliation et laisser le chemin du développement. Ce n'est pas normal. Un autre va venir encore, il va parler de réconciliation. Un autre réconciliation. Mais quand est-ce que la Côte d'Ivoire va se développer? Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va évoluer? Voilà la question. Donc, Alassane et son gouvernement ont choisi le chemin du développement. Maintenant, la réconciliation sera confiée à la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, qu'elle soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'elle soit basée en France, aux États-Unis, partout dans le monde, elle doit prendre le relais de la réconciliation en Côte d'Ivoire en main. Ce n'est pas au gouvernement de produire une réconciliation et en même temps développement. Non, on ne peut pas conduire deux bateaux à la même minute. Un seul capitaine ne peut pas piloter deux bateaux. Est-ce que c'est clair? Donc aujourd'hui, les gens, ils peuvent reprocher tout à Alassane. Non, il n'est pas dans la réconciliation, il ne prend pas la réconciliation. Mais attendez, Alassane a choisi une voie. Cette voie du développement de la Côte d'Ivoire, et vous voyez, ça va de l'avant. Qui aujourd'hui peut dire la Côte d'Ivoire ne se développe pas? Qui aujourd'hui peut critiquer Alassane sur le plan du développement? Personne, je dis personne, aucun Ivoirien ou aucune Ivoirienne ne pourra lever le petit doigt pour dire, ou bien le petit orteil, pour dire Alassane Ivoirien dans le développement. Jamais, ça ne peut pas exister dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que sa voie, il a choisi et il va jusqu'au bout. 8 ans, c'est comme si Alassane était au pouvoir depuis 40 ans. C'est comme si Alassane était président de la Côte d'Ivoire depuis 40 ans. Parce que les travaux qu'il a fait en 8 ans est égal aux travaux d'un président en exercice depuis 40 ans. Même en plus. Ça veut dire il est d'une vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Il est d'une brillante vision, vraiment extraordinaire, hors du commun, qu'on ne pourra même pas qualifier. Un vrai Ivoirien, vraiment, il ne peut pas comprendre sur quoi Alassane se base pour réfléchir, sur quoi il se base pour réaliser tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a choisi un chemin, le chemin du développement. C'est très important. Gbagbo, lui, par contre, il avait choisi un chemin, le chemin de la réconciliation. Pour lui, ça a été un échec au total. Donc, tous les présidents qu'on doit avoir en Côte d'Ivoire, ou bien qu'on pourra avoir en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas toujours prendre le chemin de la réconciliation. Si on prend le chemin de la réconciliation, on va taper un siècle sans que la Côte d'Ivoire ne se développe. À un moment donné, il faudrait qu'on attrape nos cœurs. Le développement doit être prôné par la jeunesse ivoirienne. Et c'est au nom de ça que cette association a été créée, cette organisation a été créée, appelée la FAD, qui œuvre sincèrement pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont pour le développement de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont pour une société aisée en Côte d'Ivoire, doivent, je dis bien, doivent intégrer la FAD. C'est très clair. Doivent intégrer la FAD. Parce que si tu n'es pas un sorcier, vraiment, tu ne peux pas refuser la FAD. Ce sont les sorciers seulement qui peuvent refuser ça. Parce que quelque chose qui prône déjà la paix, quelque chose qui prône déjà la réconciliation, quelque chose qui prône déjà le bien-être du citoyen lambda que tu es, que moi aussi je suis, tu ne peux pas dire non, je veux la guerre, mon frère ou ma soeur. Histoire de guerre là, il faudrait que tu bannisses ça de ta tête, de ton raisonnement. À un moment donné, on est resté beaucoup dans la guerre, rien ne peut évoluer, rien ne peut avancer avec une telle mentalité. Voilà pourquoi la FAD a été mise sur pied pour le bien-être de notre patrie. C'est très important. Il y a une grande réunion très importante ce mois-ci, le 14, au Trocadéro, à Paris. Donc, pour tous ceux qui aimeraient assister à cette réunion gigantesque, extraordinaire, oui, une réunion jamais faite dans l'histoire de la politique ivoirienne, une réunion qui sera à une dimension exponentielle. Vraiment, ce jour-là, allez-y, le 14 de ce mois, le 14 avril, au Trocadéro à Paris, vous verrez une vraie réunion qui parlera. C'est-à-dire, lors de cette réunion, ils vont parler des vraies choses. Je dis bien des vraies choses. Et tous les sujets seront mis sur la table.
Chacun est libre de poser les questions qui lui traumatisent la tête. Ah oui, et n'importe quelle question que tu poseras, mon frère ou ma soeur, ta réponse sera claire. Il aura les réponses à toutes les questions qui seront posées par ceux qui viendront assister à cette réunion. Je dis bien le 14 avril. Ma soeur, tu as raté ça, c'est que tu as raté un événement vraiment de ta vie. C'est comme si tu coupais une partie de ta vie. Il ne faut jamais rater ça, mon frère. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Moi, j'aime la surprise. D'autres me poseront les questions. Quels sont ceux qui sont au devant de ça? Mon frère, ma soeur, vas-y voir. On dit Ado Café, va découvrir. Faut porter, tu vas voir. Ado Café, porte pour voir. Donc, le jour où tu seras là-bas, tu vas découvrir les merveilles. Ce sont des surprises. Je dis, ce sont des surprises. Vas-y voir. Ne te décourage pas. Va voir. Va, tes yeux vont voir. Même si c'est pour faire 2 minutes, mais vas-y voir d'abord. Mais je pense que si tu avais en tête de faire 2 minutes, mon frère, quand tu vas voir l'événement et ce qui va se passer là-bas, vraiment tu vas dire, est-ce que vous ne pouvez pas proroger pour faire au moins 48 heures? Tu vas demander 2 jours. Au lieu de 2 minutes, tu vas vouloir que les gens y fassent cette réunion pendant 2 jours. C'est très important. Donc, quittons sur ça maintenant. Allons-y maintenant sur le sujet de Gbagbo. Et ses amis ont rendu le Ghana riche. Gbagbo et ses amis ont rendu le Ghana riche. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons constaté beaucoup de choses. Et ce que je dis, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec mes propos. Si ce ne sont pas des personnes ingrates, des personnes vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, mais toute personne humble sera d'accord avec ce que je dirai tout de suite en fait. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu assez de braquage. Quand la BCEAO à son temps avait été braquée, les milliards de francs CFA qui avaient été volés, tout l'argent est parti où? Au Ghana. Et qui a profité de ça? Mais le gouvernement ghanéen a profité de ça parce que cet argent n'est plus revenu en Côte d'Ivoire pour construire la Côte d'Ivoire. Cet argent n'est pas parti ailleurs. Donc, à travers la Côte d'Ivoire, le Ghana a bénéficié des milliards. Et parce que l'argent a été blanchi sur le territoire ghanéen, mes frères. Donc, le Ghana a eu son pourcentage. Le gouvernement ghanéen a eu son pourcentage dans les milliards volés au sein de la BCEAO de Côte d'Ivoire. À son temps, on disait les Sia Popo et consorts. Le Ghana a eu sa part. Il y avait un puits pétrolier sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au nom de l'amitié que Laurent Gbagbo voulait avoir avec l'ex-président ghanéen, il a abandonné ce puits pétrolier. Je dis bien un puits pétrolier qui faisait des milliers de barils par jour. Il a abandonné ça au gouvernement ghanéen, sans brancher. Et le Ghana a profité du pétrole ivoirien, mes frères. Aujourd'hui, quand on parle du pétrole-dollar dans les monarchies du Golfe, mais c'est à cause du pétrole. On appelle ça l'or noir. Mais un président conscient, un président qui veut le développement de son pays, qui veut le bien-être de son peuple, ne peut pas abandonner l'or noir à un pays tiers. Mais Laurent Gbagbo l'a fait à son temps. Il a abandonné le puits pétrolier de la Côte d'Ivoire au Ghana. Un grand gisement de pétrole. Et le Ghana a exploité cela pendant 10 ans et demi, mes frères. Imaginez combien de milliards le Ghana a eu sur le dos de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'Alassane vienne pour mettre fin à cela. Il fallait qu'Alassane vienne pour dire non, mais le gouvernement ghanéen, non, c'est pas comme ça. Ce pétrole n'appartient pas seulement au Ghana. Ce pétrole, il y a la part de la Côte d'Ivoire. Non, cette affaire, ils ont amené ça devant des juridictions compétentes. Et ça a été jugé en Suisse. Autant de Gbagbo, non, il a dit non, président ghanéen, il faut prendre. Et les Ghanéens ont profité de ça, ils ont construit leur pays. Ils ont déposé tout ce qui était vraiment magnifique. Ils ont développé la société et ils nous ont laissé en arrière. Et ça, quand on parle de ça, les gens qui supportent Gbagbo, ils vont encore dire non, tête-là, tu es jaloux, laisse le nom de Gbagbo tranquille. Gbagbo t'as fait quoi? C'est ton ami, il n'est pas mon ami, mais il a vendu une partie de la richesse de la Côte d'Ivoire aux Ghanéens. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Mais un pays qui se dit indépendant, Laurent Gbagbo, il dit qu'il voulait une Côte d'Ivoire indépendante.
Mais une Côte d'Ivoire indépendante, qu'on prive de ses ressources naturelles, de ses ressources halieutiques, de ses matières premières, n'est plus un pays indépendant. C'est un pays vendu et dépendant. Donc on ne pouvait plus être indépendant. Mais tu luttes pour l'indépendance et encore tu vends les richesses, ou bien tu confies les richesses de ton pays à d'autres pays. Comment on peut comprendre cela? Je vais vous citer pour dire que Gbagbo n'était pas dans un vrai combat. Et qu'il était là à berner les Ivoiriens, sur tous les plans. Aujourd'hui, si l'Ivoirien il souffre à cause du courant, à cause de l'électricité, mon frère, ou bien mes frères, mes soeurs, c'est à cause de Gbagbo. Il a vendu la seuil à la France, aux sociétés françaises. Bouygues, Bolloré, les Total. Mais il a vendu cette société ivoirienne à la France, à une société française. Il a vendu l'électricité, l'eau, la soda de il a vendu ça à une société française. Mais tu veux un pays indépendant. Et ce qui va permettre au pays d'être indépendant, tu vends ça. Mais comment le pays va être indépendant? Si on prive la Côte d'Ivoire de l'électricité, on fait comment? Et puis il dit non, il est dans une lutte anti-impérialiste. Et si les Français coupent courant, les Ivoiriens, ils font comment pour manger? Il n'aura plus de travail. De la manière ça se passe au Venezuela, on coupe courant à chaque seconde, chaque minute. On fait comment pour travailler? Hein? Ceux qui n'ont pas de puits chez eux, là, ils font comment? Ils coupent l'eau, ils coupent courant. Ceux qui sont à Abidjan, ils font comment pour manger? Ils font comment pour boire? Ils vont aller boire l'eau de la lagune. Ils vont aller puiser l'eau de la lagune. Voilà dans quel combat Laurent Gbagbo était. Il a vendu l'eau de Côte d'Ivoire, il a vendu le courant de la Côte d'Ivoire, il a confié le port. Le port d'Abidjan, il a confié ça à une société française. Il a vendu. L'aéroport, mais attendez, quelqu'un qui veut l'indépendance de son pays, qui vend tous les biens du pays. Et ce dernier, il venait faire croire à la jeunesse ivoirienne qu'il luttait pour une Côte d'Ivoire indépendante. Mais attendez, est-ce que lui, il connaît, ou bien il confond l'indépendance et la dépendance? Est-ce que Laurent Gbagbo confondait les deux mots? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais quand tu veux quelque chose pour toi et pour le bien-être de tes enfants, tu ne vends pas cette chose. Tu la gardes, tu la conserves, tu la préserves comme un or, comme un diamant. Mais Laurent Gbagbo, vraiment, comme on était ignorant, on a cru en son combat, on a cru à ses mensonges, on a cru à ses paroles, à ses propos. Et il nous a bernés. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont été fascinés par les propos de Gbagbo. C'est déplorable. C'est regrettable et je regrette aujourd'hui d'avoir soutenu Laurent Gbagbo en son temps. Mais c'est fini. C'est fini. Un être humain conscient, je dis bien un Ivoirien ou une Ivoirienne conscient et consciente ne peut se permettre de soutenir encore Laurent Gbagbo. Ne peut croire que Laurent Gbagbo a été un instant un panafricain. Non, c'est du mensonge. Un président panafricain. Un président qui faisait croire à son peuple, qui luttait pour l'indépendance du pays, qui vend toutes les grandes sociétés, qui allaient apporter de la richesse à la Côte d'Ivoire, il vend ça. Et il nous fait croire qu'il luttait. Mais attendez, tu vends. C'est comme si quelqu'un, il est dans une maison, il vend la maison et il dit à ses enfants, non, je lutte pour construire des maisons pour vous. Mais tu luttes pour construire des maisons pour nous. Pourtant, les maisons que tu as, tu vends ça. Mais quelle maison encore tu peux construire pour nous? C'est que c'est un papa menteur. C'est un papa veille. Parce que tu ne peux pas avoir des maisons pendant que tu vends, tu fais croire à tes enfants que non, tu te bats pour construire des maisons. Comme ça, le jour où tu ne seras plus là, ils vont avoir tous ces biens-là. Pendant ce temps, tu as passé tout ton temps à vendre toutes les maisons que tu avais. Toutes les maisons que tu possédais. Mais quand tu meurs, mais tu laisses quoi à tes enfants? Mais ils vont les faire sortir. Ils vont dire, hey, dégagez, votre père a tout vendu. Voilà les dossiers. Et les enfants, ils vont, mais ils n'auront que leurs gros yeux pour pleurer. Et vous allez comprendre. C'est là que vous allez découvrir que papa, donc papa avait menti à ses propres enfants. Et c'est ça le cas de Laurent Gbagbo. Il nous a fait croire qu'il luttait pour une Côte d'Ivoire indépendante, une Côte d'Ivoire, sur tous les plans en fait, indépendante financière, indépendante militaire, indépendante truc, vraiment. Oh, pourtant, il vendait tout. Le pétrole, aujourd'hui, à cause du pétrole, il y a des guerres partout dans le monde.
Je dis à cause du pétrole. Si ton pays a du pétrole, attends-toi à la guerre. Là où on découvre le pétrole, il y a la guerre parce que le pétrole est précieux. Le pétrole est important. Le pétrole est vital pour l'homme. Sans le pétrole, mais tu ne peux pas conduire ta voiture. Tu vas faire comment? Mon frère, tu ne peux pas te déplacer d'un point A à un point B. Sans le pétrole, mais il n'y aura pas d'avion qui va s'envoler. Est-ce que tu peux quitter l'Afrique pour venir en Europe? Mais pour prendre le bateau, il faut le pétrole. Pour prendre l'avion, il faut le pétrole parce que c'est au sein du pétrole qu'on enlève tout. Ce qui fait fonctionner avion ou bien bateau. Ou c'est au sein du gaz aussi, on enlève le kérosène. Au sein du gaz, on enlève le kérosène pour ceux qui ne savent pas. Donc le pétrole est très important pour l'être humain. Mais comment Laurent Gbagbo a eu le culot de confier un grand gisement de pétrole, le pétrole ivoirien à l'État ghanéen. Et l'État ghanéen a profité de ça pendant 10 ans et demi. Parce que tout simplement, il voulait avoir une amitié entre lui et l'ex-président ghanéen, dans le but de le soutenir contre les impérialismes. Mais est-ce que c'est un homme normal? C'est le Ghana qui va soutenir la Côte d'Ivoire pour dire on a des soutiens. C'est Ghana. Mais quelles sont ces bêtises-là? D'accord, c'est ça Laurent Gbagbo nous a fait croire. Aujourd'hui, le Ghana est développé. Je dis bien aujourd'hui, le Ghana est développé. Parce qu'on a donné une partie de notre richesse à l'État ghanéen. Ils ont profité de ça. Alassane a dit pas question. C'était Gbagbo, mais cette fois-ci, ça ne va plus continuer. Et il a renégocié. Il a convoqué même l'État ghanéen devant une juridiction quelconque, compétente. Et la Côte d'Ivoire a eu sa part. La Côte d'Ivoire a pris sa part du gâteau. C'est son dit un président est venu défendre la souveraineté et l'indépendance de son pays. Parce que ce n'est pas parce qu'Alassane il ne parle pas d'indépendance, que les gens vont penser que tout ce qu'il fait, il est vendu. Non, lui il ne parle pas beaucoup, il agit. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il est en train de construire en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il est en train de mettre sur place, sur pied en Côte d'Ivoire dans 20 ans, 30 ans, les Ivoiriens qui viendront demain, nos enfants et tout cela, c'est eux qui profiteront. Et la Côte d'Ivoire sera indépendante. Dans la vie, là, il faut faire l'esprit. Le blanc, il faut savoir le blaguer pour venir investir chez toi. Mais s'il a fini d'investir, tout est chez toi, et après tu dis, il faut partir. Il va faire quoi? Il n'aura que ses gros yeux pour pleurer. Tu dis pas, je quitte chez moi, il fait quoi? Il va pleurer, c'est là il va regretter. Si je savais, je n'allais pas investir, mais tu as déjà investi. Ce n'est pas en faisant gros bras, en faisant montrant grosse poitrine, on dirait les gars la montagne, que tu pourras convaincre le blanc. Non, non, non. Dans la vie, c'est le mince. C'est le mince. Même les brouteurs là, est-ce qu'on vous a dit pour arnaquer les femmes blanches là? Ils montrent aux femmes blanches là que non, ils sont des brouteurs. Ils blaguent les femmes là en disant que non, ils sont amoureux et tout. Et quand la femme, elle est bien emballée, et puis ils frappent. C'est là, elle reste ici, elle pleut en Europe. Oh, il y a un noir qui m'a arnaqué. Mais est-ce que le noir avait montré son vrai visage lorsqu'il faisait croire à cette blanche qu'il était amoureux? Non. Mais c'est ça Alassane est en train de faire. C'est ça Alassane, c'est ça qu'on appelle la vraie politique. C'est ça qu'on appelle un politicien mûr, un politicien sensé, un politicien visionnaire. Et c'est ce que Oufou avait fait à son temps. Pourquoi les pays limitrophes ne sont pas développés par rapport à la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire est développée par rapport au Burkina, Mali, Guinée? C'est moi qui veux citer. Même on dépasse même ces pays-là. On part au-delà, Mauritanie, Niger. Allez-y, prendre le Cameroun même. Mettez Centrafrique, mes frères. C'est moi qui veux citer. Pourquoi la Côte d'Ivoire était développée? Parce que Oufoué avait eu une intelligence, finesse, en blaguant les Blancs de venir investir. Ils ont investi, ils ont développé, ils pensaient que c'était leur chasse gardée, ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, ces choses nous sont, même la seuil, la Sodeci et tout ça, c'était les Blancs qui avaient mis ça. Et après, c'était revenu à l'État ivoirien. Mais Gbagbo, comme il est ignorant, et c'est quelqu'un qui a menti, il a revendu ça. Il a revendu tout. Sinon, Oufou avait blagué les Blancs, ils avaient construit. Si on parle de pont Oufoué-Boigny et pont de Gaulle en Côte d'Ivoire qui relie Trècheville au plateau, mais vous pensez que c'est quoi? Mais c'était à cause de la stratégie d'Oufoué que ces Blancs ont fait tout ça là. On parle de boulevard en Côte d'Ivoire, mais s'il y a boulevard, c'est parce que Oufoué avait eu l'intelligence. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'Alassane est en train de faire. Ils blaguent ces mêmes Blancs là, ils vont investir.
Même si c'est pour développer toute la Côte d'Ivoire, je dis toutes les villes, villages, quoi. Ils n'ont qu'à mettre tout ce qui veut. La Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir Dubaï. Si un jour, d'ici 30 ans, si les Ivoiriens ne veulent plus, ils disent blanc, allez-y. Est-ce que les immeubles qui construisent les sociétés, là, ils vont soulever ça sur la tête pour partir? Ils ne vont pas partir, mes frères. Ça reste pour les Ivoiriens. Et si les Ivoiriens qui ont les moyens, ils peuvent récupérer ces sociétés et donner de l'emploi aux Ivoiriens. C'est comme ça on fait. On ne fait pas un truc en bras de fer. On ne fait pas un gros bras. Gbagbo, il est nul politiquement. On dira que les rebelles ont cassé les banques de Côte d'Ivoire. Et que ces mêmes rebelles n'ont pas construit leur ville ou village d'où ils viennent. Mes frères, il y a d'autres rebelles qui ont construit. Et ces rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire, qui avaient pillé les banques, c'est déplorable, c'est condamnable, mais d'autres ont pris cet argent pour investir. Mais ceux qui ont investi, je leur tire mon chapeau. Parce que quand tu voles, il faut savoir utiliser l'argent. Il faut apporter quelque chose de bien à ton pays. Mais contrairement aux pro-Gbagbo qui, eux, ont pillé, ils n'ont pas construit la Côte d'Ivoire. Au contraire, ils s'en vont développer d'autres pays. C'est ça la vérité. Ils ont pillé la Côte d'Ivoire, ils ont pris les milliards de Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas construit, je dis bien, un petit immeuble ou une petite boutique ou un petit, je ne sais pas, supermarché en Côte d'Ivoire. Ils ont tout pris l'argent pour aller développer d'autres pays. Et précisément le Ghana. Allez-y au Ghana, vous verrez. Les business que les pro-Gbagbo ont déposés là-bas. Tous ceux qui étaient du côté de Gbagbo, les ministres, amis de Gbagbo, enfants de Gbagbo, eux tous ont déposé des business au Ghana. Ils sont maintenant les élites. Ils font partie des élites du Ghana. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire avait besoin d'eux. La Côte d'Ivoire avait besoin de cet argent pour développer le pays. Les jeunes Ivoiriens avaient besoin des investisseurs pour pouvoir travailler. Mais eux, au lieu d'investir en Côte d'Ivoire, ils s'en vont investir au Ghana. Et ça là, c'est ceux-là qui peuvent encore s'arrêter devant les Ivoiriens pour parler. Ceux-là aussi, ils peuvent parler. Ceux-là aussi, ils peuvent donner leçon à Alassane. Ceux-là aussi, si les Ivoiriens parlent, est-ce qu'ils ont le courage, ils doivent avoir le courage de parler encore? Mais c'est eux qui ont développé le Ghana. Tous les milliards qu'ils ont pris, ils ont amené ça au Ghana. Ils ont déposé ça au Ghana là-bas. Et le Ghana se développe. Ils font du business. Ils ont payé des châteaux. D'autres ont construit des maisons. Et tout ça parce qu'ils ont détourné l'argent des Ivoiriens. L'argent de l'État ivoirien pour amener ça au Ghana. Et les Ivoiriens sont étonnés de voir un Ghana développé, un Ghana émergent. Mais ce sont les pro-Gbagbo là qui ont provoqué tout ça. Est-ce que dans les années 90, le Ghana était développé? Non. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que les années 90, le Ghana était développé? Oui ou non? Non. Quand est-ce que le Ghana a connu le développement? Mais c'est aux années 2000. Et les années 2000, qui était le président de la Côte d'Ivoire? Mais c'était bel et bien Gbagbo. Et qu'est-ce qui a provoqué le développement du Ghana? Mais c'est lorsque Laurent Gbagbo a confié le puits pétrolier de la Côte d'Ivoire à l'État ghanéen. Le Ghana a eu beaucoup de milliards dans ça et a investi dans son pays. C'est lorsque la BCAO a été braquée en Côte d'Ivoire et les millions ont été déportés au Ghana et de là-bas ils ont blanchi l'argent. L'État ghanéen a bénéficié des milliards. Le Ghana a investi sur son territoire, ça a apporté beaucoup de richesses à l'État ghanéen. Quand est-ce que le Ghana s'est développé? C'est lorsque Laurent Gbagbo et ses amis ont détourné assez de milliards en Côte d'Ivoire. Ils ont fui pour aller au Ghana. Lorsqu'ils ont investi là-bas, d'autres ont construit des palais, d'autres ont créé des grandes sociétés, d'autres se sont fait vraiment citoyens ghanéens. Et ils sont là-bas. Le Ghana s'est développé. Voilà. Donc Laurent Gbagbo a été un danger pour notre nation. Il n'était pas la solution, mais plutôt il était l'inconvénient. Il était le danger. Il était la cause du développement. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour un Ivoirien sensé, il devrait comprendre. Il ne s'agit pas de regarder mon visage. Il ne s'agit pas de me juger. Il ne s'agit pas de dire, ah, tu es vilain, je ne t'aime pas, tu m'énerves. Mais il s'agit d'analyser mes propos. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'analyser, même si tu es amoureux de Gbagbo. Si Gbagbo est ton leader, mais analyse ce que je suis en train de dire. Et tire les conclusions. Est-ce que ton champion était vraiment le champion dont
tu pensais qu'il était? Est-ce qu'il était réellement le vrai champion en qui tu croyais? Mon frère, tu peux faire une erreur. Moi aussi, je peux faire une erreur. Mais on nous appelle des hommes ou bien des humains lorsque tu reconnais l'erreur que tu as faite. C'est ça on dit un humain. Mais lorsque tu ne reconnais jamais l'erreur que tu as faite, toi, tu n'es plus un humain. Tu deviens un imbécile. Tu deviens un animal. Parce que c'est seulement l'animal qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait, qui est mauvais. Mais l'être humain, lorsqu'il pose des actes et qu'il sait qu'il a fait des erreurs, alors, à un moment donné, il se met en cause, il se met en question et il reconnaît ses bêtises ou bien le choix qu'il avait fait. Là, on peut parler d'un être humain. Mais lorsque tu ne te remets jamais en cause et tu es sur la même idéologie, qu'elle soit bloquée, ou bien je ne sais pas, tu es là, tu penses que toutes tes pensées sont vraies, mon frère. Tu n'es plus un être humain, tu es un imbécile, ou bien tu es un animal. Voilà ce que tu es. Ce ne sont pas des injures, mais c'est pour éclairer certaines personnes qui sont bornées, qui pensent que critiquer Gbagbo est un péché sur cette terre. Non. Faut jamais faire d'un être humain ton fétiche. Faut jamais faire d'un être humain ton Dieu. Non, un être humain n'est pas Dieu. L'être humain peut se tromper. Il est comme toi. De la manière tu fais des erreurs là, c'est comme ça lui aussi il fait des erreurs. De la manière tu as été à l'école, tu as fait des fautes souvent, tu as eu 0. Souvent, tu as fait des erreurs. C'est comme ça lui que tu suis là. Dans son temps là, il avait aussi fait des erreurs. De la manière tu penses, c'est de la même façon il pense. Le cerveau qui est en toi, c'est le même cerveau il a en lui. Donc il ne faut pas penser qu'il est au-dessus de toi. Il ne faut pas penser qu'il est ton Dieu. Il ne faut pas penser qu'après lui là, toi tu ne vas plus exister. Jamais. Tu vas exister mon frère. Même s'il n'existait pas, tu allais exister. S'il meurt aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu vas mourir? Non. Ce n'est pas parce qu'il est mort que ta vie va se limiter. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tes enfants, tu ne vas plus t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas parce qu'il est mort que toi aussi tu vas divorcer. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tu vas régner tes parents. Mon frère, tu es celui que Dieu a mené sur cette terre. C'est parce que Dieu sait que tu es important qu'il t'a mené sur la terre. Donc il ne faut pas nuire le choix de Dieu. Il ne faut pas nuire le choix de Dieu et penser que l'autre il est supérieur à toi. Depuis quand tu as vu ça? Donc, critiquer Gbagbo n'est pas une erreur. Au contraire, on te permet de vraiment te mettre en question, d'analyser tes choix que tu as faits, de voir la ligne sur laquelle tu es. Est-ce que dans ton choix, tu n'as pas fait des erreurs? Est-ce que supporter Laurent Gbagbo veut dire ignorer tout ce qu'il a fait en mal ou en bien? Mon frère, s'il a fait du bien, il faut reconnaître qu'il a fait du bien. S'il a fait du mal, il faut reconnaître qu'il a fait du mal. Il ne faut pas penser que tout ce qu'il a fait, c'est à 100% bien. Non. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas saint pour faire tout ce qui est bien. Même Dieu, même il fait le mal, il fait le bien. Ce n'est pas un être humain qui va dire, moi je fais uniquement ce qui est bien. Jamais. Donc il faut reconnaître. Tu es doté d'un cerveau, c'est pour juger, c'est pour analyser et prendre des vraies décisions. C'est pour critiquer aussi. L'être humain, il critique. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un cerveau pour penser et réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ma position d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo, ils critiquent Alassane Ouattara. Microbe en Côte d'Ivoire, microbe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas... Mais qui a mené l'insécurité en Côte d'Ivoire? Est-ce Alassane ou Gbagbo? Si on parle d'un président incompétent en matière de sécurité, mais Laurent Gbagbo est le champion. Il est incompétent en matière de sécurité. Et aujourd'hui, les pro-Gbagbo s'arrêtent pour critiquer Alassane, mais je pense qu'ils devraient avoir honte de leur critique. Si des gens devraient critiquer, ce sont des gens neutres qui allaient prendre position pour dire Alassane, la sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas garantie. Alassane, faites ça. Alassane, s'il vous plaît, faites ça, faites ça, faites ça. Mais les pro-Gbagbo aussi, eux aussi, ils ont l'audace de critiquer Alassane. Ah! C'est comme un fou accuser un autre fou pour dire tu es fou. Mon frère, tu es fou et tu dis à ton ami c'est lui qui est fou et que toi tu es censé et que tu es normal. Mon frère,
Si on parle de l'insécurité en Côte d'Ivoire, mais c'était au temps de Gbagbo. Qui est le père de l'insécurité en Côte d'Ivoire? Mais c'est Gbagbo. Puisqu'il y avait la sécurité en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de microbes, il n'y avait pas de rébellion. Lorsque nous avions confié la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo à son temps, mais dans quel coup Laurent Gbagbo nous a amené tous les microbes de Côte d'Ivoire? Dans quel coup Laurent Gbagbo nous a amené les rebelles? Mais il faudrait qu'on lui pose ces questions. Il ne s'agit pas de dire, j'aime Laurent Gbagbo, tu es fou, tu as pris ta drogue. Il ne s'agit pas de la drogue, mais il s'agit de demander à Gbagbo. Lorsque les Ivoiriens lui confiaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas de microbes. Dans quel coup, lui, Laurent Gbagbo, a permis à ce que les rebelles rentrent en Côte d'Ivoire pour terroriser, pour semer la désolation, pour semer le désordre, pour amputer des jambes, des mains, je ne sais pas, des oreilles aux gens, pour violer des femmes, pour assassiner tout un village, pour détruire la Côte d'Ivoire, piller des banques. Dans quel coup Laurent Gbagbo a permis cela? Dans quel coup Laurent Gbagbo a accepté à ce que ces gens-là viennent faire le vandalisme dans notre pays? Dans quel coup Laurent Gbagbo a toléré cela? Mais il faudrait qu'il nous le justifie. Il ne s'agit pas de dire, tais-toi, c'était des rebelles. Mes frères, on n'a pas donné la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo avec des rebelles. La Côte d'Ivoire n'était pas divisée. Et donc, Laurent Gbagbo, il doit faire un compte rendu aux Ivoiriens. Gbagbo, dans quel coup tu as échoué sur le plan sécuritaire? Tu n'as pas garanti la sécurité des Ivoiriens. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu avais pris la drogue? C'est à Laurent Gbagbo, vous devez demander s'il avait pris la drogue. Ce n'est pas à moi. S'il était ivre, c'est à Gbagbo, vous devez poser la question. Est-ce qu'il était saoulé lorsque les rebelles rentraient? Il avait bu quoi? Est-ce que la drogue ou bien il avait bu, je ne sais pas, de la liqueur? Ou bien c'est champagne qui traumatisait son cerveau? Il était où? Dans un coma lorsque les rebelles rentraient? Il était où? En voyage? Il était où? Dans la chambre avec madame? Il était où? C'est à lui que vous devez poser ces questions. Ce n'est pas à moi. Parce qu'il était chargé de garantir la sécurité de notre pays, la sécurité des êtres vivants qui y sont, que ce soit les animaux, les humains, je ne sais pas. Il devait garantir la sécurité de toutes choses vivant sur le territoire ivoirien. Il ne l'a pas fait. Il était où? Il était drogué, il était saoulé, il était en train de faire l'amour, il avait voyagé. Question, à vous de nous répondre. Il ne s'agit pas des rebelles rentrés, mais il s'agit de qui a permis aux rebelles de rentrer. Voilà sur quoi on se base. Donc on doit poser ces questions à votre Gbagbo. Lorsqu'on le critique, c'est vous qui êtes là. Tu es saoulé encore. Tu as pris quelle drogue? Non, c'est votre Gbagbo. On doit demander, il avait pris quelle drogue? Est-ce que c'est ganja il avait fumé? On doit lui poser ces questions. Parce que nous ne pouvons plus tolérer cela. On ne peut pas tolérer cela. C'est-à-dire quand vous êtes en erreur et qu'on vous rappelle vos erreurs, vous allez rétrograder la question pour ramener ça à celui qui vous l'a posé. Non, on ne peut plus continuer sur cette base. On ne peut plus continuer sur cette base. Donc voici. Voilà pourquoi l'autre vidéo que j'avais faite, j'ai dit il faudrait qu'on demande des comptes rendus à Gbagbo. On doit demander des comptes rendus à Gbagbo et sa bande. On doit leur demander des comptes rendus. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'ils ont déjà fait un bilan, vous, les membres du FPI? Les militants du FPI, est-ce que vos leaders vous ont déjà fait des bilans? Non, ils n'ont jamais fait cela. Ils s'en foutent de vous. Quand ils parlent, c'est le nom de Gbagbo, ils mettent toujours dans vos têtes. Gbagbo va revenir. Le pouvoir, on va reprendre le pouvoir. On se met en note de bataille. On va prendre le pouvoir en 2020. Mais attendez, demandez d'abord à votre leader Gbagbo, dans quel coup les rebelles l'ont enlevé au pouvoir. Les rebelles ont déstabilisé son pouvoir. Dans quel coup il s'est retrouvé face à face avec certains chefs rebelles qui lui ont fait la guerre en 2010. Dans quel coup les rebelles ont pu pénétrer sur le territoire ivoirien en quittant au Burkina. Où était le gouvernement de Gbagbo? Pourquoi ils n'ont-ils pas renforcé la sécurité du Nord, les frontières du Nord, sachant bel et bien qu'ils étaient conscients. Mais quand tu es conscient qu'une rébellion vient, tu fais quoi? Tu déploies des armements lourds. Des armements lourds à la frontière pour empêcher ou dissuader l'ennemi. Et ils ne l'ont pas fait.
Il avait bu à tôté, je ne sais pas. Ou bien il avait les yeux bandés. On doit lui poser toutes ces questions. Et ce sont des questions auxquelles Laurent Gbagbo doit répondre. Parce que les Ivoiriens sont morts. Et pourquoi Laurent Gbagbo n'a jamais adressé une note ou bien vraiment quelque chose aux familles des victimes? Pourquoi il ne l'a jamais fait? Pourquoi il est si ingrat envers ces gens-là? Pourquoi? Les gens sont morts à cause de lui. Les gens n'ont pas lutté pour la Côte d'Ivoire. Ils luttaient pour la personne de Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, lorsque les gens ont lutté pour ta propre personne, et on voit cela. D'autres qui disent Gbagbo ou rien. Ah, ils ont oublié la Côte d'Ivoire ou rien. Ils ne sont pas dans un combat de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire plutôt. Ils ne sont pas dans un combat pour le pays. Ils sont dans un combat pour les leaders. Donc ceux qui avaient été tués hier, ceux qui sont morts, au nom de quoi? On défendait la Côte d'Ivoire au nom de l'indépendance? Non, ils ne défendaient pas la Côte d'Ivoire. Ils défendaient la personne de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui se voit. Avec le temps, nous avons compris. Ils ont créé des groupes GOG. Ils sont des radicaux et tout. Mais c'est ça. Ils défendaient la personne de Gbagbo. Maintenant, lorsque des gens t'ont défendu, lorsque les gens ont défendu ta cause parce que tu les avais bernés, et que ces gens-là sont morts, leurs familles sont restées. Mais toi, tu fais comment? Lorsque tu sors de la prison, ou bien étant en prison, tu peux envoyer des porte-paroles, des représentants, pour aller sillonner ces villages, pour aller visiter ces familles, pour dire le président est avec vous, le président vraiment compatit à vos douleurs et tout. Mais il ne l'a jamais fait. Aucun leader du pays n'a jamais fait cela. Allez-y à l'ouest. Quand ils partent là-bas, au lieu de donner leurs condoléances à ces familles, non. Quand ils se rendent là-bas, Gbagbo revient. Gbagbo... Mais quelles sont ces foutaises-là? Si c'est moi, vraiment, votre meeting sera annulé. On va boycotter votre meeting. Les gens souffrent. Et vous partez là-bas, au lieu de dire, ah, il y a quoi à vous? Non, ils s'en vont encore pour parler de Gbagbo. Quelles sont ces manières-là? Quel est ce je m'en foutisme? Et quand je vois ça, je dis, mais vraiment, les membres du pays, ils ont foutaise. Ça, c'est la vraie foutaise. Tu ne peux pas, à cause de toi, mon village ne peut pas être terrorisé. Des membres sont morts. Tu ne m'as jamais dit Yako. Et tu viens encore pour dire, Gbagbo vient. Préparez-vous, Gbagbo vient. Attendez, quelles sont ces manières-là? Mais toi-même qui parles là, je vais te gifler. Ou bien je vais envoyer des petits, je vais leur donner quelques jetons, et puis ils vont régler ton affaire. Tu seras bien maté là-bas. Quand tu vas te retourner, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds. Si je sais que je ne peux rien faire, mais je finance des bons petits qui, eux, ils vont régler ton cas rapidement. Ils vont régler ton cas. Mais il faudrait que cela se mette sur pied pour régler le cas des membres du FPI parce qu'ils ont foutu ces gens-là. Allez-y à l'ouest. Diokwe, personne n'est jamais parti à Diokwe pour dire Yako aux habitants de Diokwe. Personne n'est jamais parti au nord pour dire Yako aux habitants du nord. Personne n'est jamais parti au sud pour dire Yako aux habitants du sud, à l'est, au centre, rien du tout. Toujours quand ils font les sorties, Gbagbo revient, préparez-vous, mais attendez. Est-ce que c'est Gbagbo les gens ils mangent là-bas? C'est Gbagbo qui paye facture des gens? C'est Gbagbo qui donne femme aux gens? C'est Gbagbo qui fait l'amour à la place de ces jeunes? C'est Gbagbo qui enceinte femme des gens? C'est Gbagbo qui paye maison des gens? C'est Gbagbo qui soigne famille des gens? Avec votre histoire de Gbagbo, allez-y vous faites foutre. On n'a plus rien à foutre avec Laurent Gbagbo. On veut des gens qui peuvent apporter quelque chose de positif à notre nation. Et ces gens-là, on les connaît bien. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils ont choisi le chemin du développement. Et lorsque tu choisis un métier, il faudrait que tu sois fiable dans ce métier. Quiconque choisit un métier, quiconque qui fait quelque chose, il doit être professionnel dans cette chose. Tu ne dois pas être un plaisantin. Quand tu dis, moi, mon métier c'est tant. Et que tu as choisi, tu as bien réfléchi. Et tu es resté assis pendant longtemps. Et tu choisis. Quand tu choisis, il faut être professionnel. Il faut être à fond. Il ne faut pas être distrait par qui que ce soit. Et donc, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Alassane a choisi le développement. Il n'est pas distrait. Quand on parle du développement, Alassane est le champion. En Afrique complète. J'ai dit Afrique complète. Alassane est le champion du développement. Personne ne peut, même votre Nelson Mandela,
le pouvoir, c'est-à-dire les années qu'il a fait au pouvoir, il n'a pas pu faire ce qu'Alassane a fait, même s'il n'a pas duré au pouvoir. Tout ce qu'il a fait, non réconciliation, on parle de lui parce qu'il a fait prison, mais il n'a rien, il n'a pas construit, l'Afrique du Sud. Vos leaders que vous prenez exemple sur, personne ne peut se comparer à Alassane en matière du développement. Jamais. Citez-moi le nom d'un leader africain qui a construit, si ce n'est pas Oufoué. Enlevons Oufoué dedans. Prenons les autres leaders, j'ai dit Afrique complète. Prenez tous les anciens leaders et les leaders actuels. Quel leader qui peut se comparer à Alassane? Peut-être Paul Kagame. Peut-être Paul Kagame, mais lui, il a duré. Si lui et Alassane, on les mettait les mêmes années et on dit paix, allez-y. Alassane dépasse Paul Kagame. Alassane, il allait dépasser Paul Kagame. Et Paul Kagame, il sait qui est Alassane. Il sait qui est Alassane. En dehors de Paul Kagame et Alassane, je ne vois pas encore qui peut se comparer à qui que ce soit. Je viens. Allô? Oui, ça va. Ah, ok, ça va. Je suis là, faire mon petit direct, après je vais partir. Ça va faire une petite partie. Oui, mais je me suis déplacé. Non, j'attendais, je me suis levé. On peut parler. Oui, allô? Oui, je veux partir. Oh, mais je pense que à 14 heures, je vais parler. Oui. Ok, donc c'est que il faut venir, tu viens et je te donne, et puis moi je continue. Ça va? Tu vas repartir où? Mais tu viens, quand tu viens, je te donne. Ok. Oh, excusez-moi. J'espère que ça va. Excusez-moi beaucoup pour mon absence et tout. Donc on disait, je dis Alassane est le meilleur. Depuis que l'histoire de l'Afrique a commencé. Depuis que les pays africains ont eu leur indépendance, leurs indépendances plutôt, Alassane est l'un des meilleurs présidents, et même je peux dire le meilleur président de l'Afrique en matière du développement. Il n'y a pas son deux. Il est le meilleur. Les babos, ce sont des tapageurs, des gens qui font du bruyamini sans résultat, des gens qui vendent les biens du pays. Dites-moi quel bien Alassane a vendu. Parce que les gens, ils ne cessent de dire Alassane a vendu le pays, Alassane a vendu. Il a vendu quel bien? Dites-moi, je vous dirai les biens que Laurent Gbagbo a vendus. Dites-moi, Alassane n'a jamais rien vendu en Côte d'Ivoire. Il a vendu quoi? Les grandes sociétés de la Côte d'Ivoire, Alassane n'a pas vendu. Il n'a pas vendu contrairement à Laurent Gbagbo qui a tout liquidé. 25 pour son bien-être et détourner l'argent. Parce qu'il savait qu'il ne valait rien. Il ne pouvait pas blaguer les Ivoiriens. Un petit instant pour dire, bon, je vais mettre ça un peu pour essayer de les fasciner. Non, il a montré ça aux Ivoiriens au grand jour qu'il était nul. Et qu'il ne valait rien. Tout ce qu'il pouvait dire, non, je dois les rééduquer. Il a échoué sur le plan du développement. Maintenant, c'est éducation. Éducation aussi, zéro. Il n'y avait même pas d'école. Il n'y avait même pas d'électricité dans les écoles, dans les classes. Il n'y avait rien du tout. Hein? Les petites deux universités n'étaient pas réhabilitées. Rien du tout. Ça faisait pitié. Tu peux encore dire, on dit, mais quelles sont les écoles qui donnent l'éducation aux Ivoiriens? On vous montre ça, mais vraiment, les gens, ils ont la toux. Ils toussent en même temps devant vous. Ils ont la nausée automatiquement. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié au temps de Gbagbo. Et vraiment, Yako, ce passage
est terminée. On a tourné ce passage. On est dans une autre dimension. Un Ivoirien conscient devrait s'allier à Alassane. Un Ivoirien conscient devrait suivre Alassane. Ce n'est pas l'homme d'Alassane dont je vous parle. Mais comme l'homme d'Alassane incarne des merveilles, incarne le développement. Voilà pourquoi je vois en Alassane le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous demande de suivre Alassane. Sinon, ce n'est pas la personne, mais c'est le développement qui se trouve en Alassane que je vous demande de suivre. Puisque, qui ne veut pas le développement de son pays? Mais quand tu es quelque part, tu veux que tu sois aisé là. Tu veux une famille aisée. Mais pour avoir une famille aisée, il faudrait que ton pays aussi, lui aussi, il soit aisé. Un pays aisé, un pays riche apporte le bien-être aux familles qui vivent dans ce pays. C'est très important. Donc, comme le développement se trouve en Alassane, les projets se trouvent en Alassane, la vision se trouve en Alassane, la lumière des merveilles se trouve en Alassane. Alassane incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est cet avenir que je vous demande de suivre. Et cet avenir s'appelle Alassane. Puisque tout ça sont en lui. Ce n'est pas la chair que je vous demande de suivre. Ce n'est pas la chair que je vous demande de suivre. Je ne vous demande pas de suivre la chair d'Alassane. Mais c'est qui il incarne. C'est ça que je vous demande de suivre. Contrairement à vous qui suivez Laurent Gbagbo à cause de son visage, à cause de sa tête, à cause de ses chemises en paille qu'il porte. Ce n'est pas ça. C'est différent. Donc, vous et moi, là, on n'a pas les mêmes visions. Maintenant, ceux qui veulent avoir les mêmes visions que moi, mais je vous demande, vous savez, la route d'Alassane n'est pas fermée. Elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez vous orienter du côté d'Alassane pour le bien-être de votre pays. Ceux qui ont en eux l'esprit de la déstabilisation, ceux qui ont en eux les préparations de coups d'État, ceux qui ont en eux des projets d'assassinat envers leurs propres frères et sœurs, mes frères, je vous demande d'enlever ça dans vos têtes. On ne peut pas aller de guerre en guerre. On ne peut pas aller de vengeance en vengeance. Vous qui êtes les vendettards, mes frères, apaisez vos cœurs. Alassane est le meilleur. Vous qui contestez toujours le pouvoir d'Alassane, vous qui êtes là toujours dit Alassane n'est pas notre président, mes frères, à un moment donné, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux car les réalités sont en face. Le monsieur est là, ça fait 8 ans. Tu as beau dire, il n'est pas ton président, mais mon frère, sache que toutes sortes de diplomatie au nord de la Côte d'Ivoire passent par Alassane. Et donc, Alassane représente ton pays. Oh, toi-même, tu te dis ivoirien. Au moment où toi, en tant que le nom que tu portes et les origines d'où tu viens, lui qui incarne tes origines a un nom, Alassane. Donc, tu dois reconnaître Alassane comme ton président. Ceux qui te font lavage de cerveau, ce sont des gens qui ne connaissent. Je prends le cas de Kone Katina. Kone Katina qui dit qu'il ne reconnaît pas Alassane. Kone Katina qui fait truc, sa femme, elle travaille au trésor de Côte d'Ivoire. Elle est là-bas. Mais lui, il est où? Il a pris les milliards de Côte d'Ivoire, il est là, développer le Ghana. Voilà la différence. Donc, s'il pense qu'il ne reconnaît pas le gouvernement d'Alassane, s'il pense qu'Alassane n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, s'il pense qu'Alassane ivoirien, mais qui l'interprète déjà sa femme? Mais sa femme, elle est là, elle travaille. Et c'est vous qui êtes là, vous vous embrouillez. C'est vous qui êtes là, vous vous embrouillez. En disant que non, il n'est pas président, on ne le reconnaît pas. Votre même champion Gbagbo, son fils, Michel Gbagbo, il est professeur en Côte d'Ivoire. Professeur de quoi? De quoi? De quoi? D'université. Qui est ministre de l'éducation? Mais bel et bien Alassane a nommé des gens qui représentent l'éducation, qui incarnent l'éducation. Et ce sont ces gens-là qui donnent l'ordre à votre Michel Gbagbo. Donc si Michel Gbagbo reconnaît les ordres de ces gens nommés par Alassane, c'est qu'en un mot, ils reconnaissent la légitimité du gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara et son gouvernement qui donne le programme à suivre. Et c'est ce que Michel Gbagbo suit. Donc au moment où lui-même il reconnaît et il suit un programme donné par le gouvernement d'Alassane, c'est qu'il reconnaît déjà le gouvernement. Et c'est vous qui êtes là. On ne reconnaît pas Alassane. On ne reconnaît pas Alassane.
Je tiens à vous informer que la sœur de Laurent Gbagbo, je dis bien la sœur de Laurent Gbagbo, même mère, son fils est représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Il travaille là-bas. Pourquoi son oncle qui est Gbagbo ne dit-il pas à son neveu de quitter là-bas, que lui, il ne reconnaît pas le gouvernement d'Alassane? Pourquoi la mère de ce dernier, ou bien la sœur de Gbagbo ne dit-il pas que son fils n'a qu'à quitter l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina? Et c'est vous là qui êtes là, on ne reconnaît pas. Ils sont là, vous bernez. Ne travaillez pas, hein. Si on vous donne travail, ne travaillez pas. Dites, on ne reconnaît pas. Pendant ce temps, famille de Gbagbo sont là travailler. Je dis les membres de la famille de Gbagbo et enfants de Gbagbo travaillent. Travaillent en Côte d'Ivoire. Ces filles travaillent. Les filles de Gbagbo, elles travaillent là-bas. Et c'est vous qui êtes là. Mais les filles de Gbagbo là, elles ne voient pas le gouvernement d'Alassane. Pourquoi elles ne prennent pas la décision pour dire non, Alassane, il n'est pas légitime. Comme c'est lui qui a fait la guerre, notre père, on ne travaille pas. Mais elle travaille. Leurs frères travaillent. Mes frères, la soeur de Gbagbo elle-même, elle travaille. Et c'est vous qui êtes là, ne travaillez pas. Restez là, Gbagbo n'a qu'à vous manipuler. Connais Katina qui vous blague. Lui-même, sa femme travaille au trésor. Elle travaille en Côte d'Ivoire au trésor. Mais vous, on ne reconnaît pas. N'allez pas, hein, n'allez pas. N'allez pas rester là. On ne connaît pas Ouattara. Des ignorants. Nous sommes les éclaireurs. Nous sommes là, vous éclairer. Nous sommes là, vous donner des vraies informations pour que la manipulation qu'ils ont mis dans vos cerveaux puisse disparaître et ouvrir les gros yeux pour pouvoir aller sur le terrain et investir en Côte d'Ivoire. Mon frère, tu es en France, tu veux investir. Vas-y en Côte d'Ivoire, va investir. Il ne faut même pas regarder les pro-Gbagbo. Parce qu'eux, ils se cachent pour aller investir. Et ils vous manipulent ici, dans le but de vous retarder. Voilà le danger. Et c'est ce que beaucoup commencent à découvrir. Beaucoup ont découvert cela. Ceux-mêmes qui vous manipulent, qui ne pourront jamais aller au pays, qui ne mettront jamais pied au pays, et qui ne feront jamais rien, tant que le gouvernement du RADP sera toujours là, ces mêmes-là, ils s'en vont investir au pays. Ces mêmes-là, ils passent par leurs frères, ils donnent l'argent, ils investissent. Et vous, ils sont là, vous manipulez. Et vous êtes là, vous êtes cachés en Europe ici, vous ne faites rien. Vous êtes là, par les marques de Ouattara, vous êtes là, insulter les gens. Faites très attention. Au moment où vous allez vous réveiller, eux là, ils sont déjà en avance. C'est là vous allez, ah donc vous nous avez trompé trop tard. Si je savais, n'a pas de que. Mon frère, ne regarde pas pour Gbagbo. Vous les voyez, non, entre eux, ils sont en train de se taper. En train de se dénigrer. Ah, tu as pris l'argent 1000 euros. Ah, ils ont donné 3000 euros. Ça sort là-bas. Oh, pourquoi tu as cherché ma meuf? Pourquoi tu as cherché ma copine? Et puis ils sont là se bagarrer à cause des femmes, à cause de l'argent. Faut pas critiquer Gbagbo. Ces gens-là, ces âneries-là, ces amusements, c'est dans ça que vous allez rester. N'avancez pas. Hein. Restez là, suivre les pro-Gbagbo qui vous manipulent, qui sont là faire n'importe quoi, des magouilles. C'est ceux-là. C'est ça là vous appelez combat. C'est ça là aussi vous appelez combat. C'est dans ça là vous allez prendre pays. C'est dans ça là, vous allez vous organiser. On est là se préparer. En faisant des guéguets, en se dénonçant. Tu as pris ma femme en faisant des captures d'écran. Voilà les conversations. C'est ça là qui va. On vous parle des vrais projets. On vous parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire et vous faites ça pour embobiner les gens. Et c'est dans ça là vous voulez convaincre les gens d'aller vous suivre. Sachant bel et bien que dans le passé, vous n'avez rien foutu. Et dans le futur, vous êtes là à faire n'importe quoi. Jouer un petit jeu comme des enfants. Et vous voulez convaincre les gens d'aller vous suivre. Mes frères, sœurs, maman, papa, vous qui nous regardez souvent, vous qui suivez nos vidéos, vous qui avez avalé l'opium de Gbagbo, vous qui êtes profondément pro-Gbagbo, vous qui ne mangez pas sans penser à Gbagbo, vous qui êtes là dit Gbagbo ou rien, vous qui êtes devenu malade à cause de Gbagbo, je ne sais pas, et cervelé à cause de Gbagbo, prenez conscience. Prenez conscience. Demandez à vos enfants d'aller investir au pays. Demandez à vos enfants de chercher travail au pays là-bas. Demandez à vos enfants de faire, parce que Gbagbo lui-même, ses enfants travaillent. Ses filles, son fils, sa soeur, hein, son neveu, eux tous ils travaillent au sein du gouvernement, mes frères. Connais Katina, sa femme travaille. C'est moi qui vais citer. Mais il y a beaucoup. Blagoudé même, son frère, il travaille là-bas. Ah, vous ne savez pas.
Le frère de Blé, là, lui, il est professeur. Vous ne savez pas. Mais je vous informe. Pendant ce temps, Blé, il n'est pas là-bas. Mais son frère, grand frère de Blé Goudé, il est professeur en Côte d'Ivoire. Donc, je vous donne des informations pour que vous qui les suivez là, vous qui vous dites que vous êtes militants et que vous les supportez et que vous ne reconnaissez pas le gouvernement d'Alassane, ceux que vous suivez là, leurs frères, leurs enfants, leurs parents travaillent. Pourquoi? Pour le gouvernement d'Alassane. Et c'est clair, il n'y a pas de débat. Donc, on reconnaît les réalités sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de me demander qui je suis. Je suis un être humain comme toi, ou bien comme vous. Mais ce qui est à moi, c'est ce que je vous dis, la vérité. Je vous annonce la vérité. Seuls ceux qui ne veulent pas suivre la vérité pourront être ignorants, ou bien contester ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui voient les faits peuvent approuver cela. Les pro-Gbagbo, ils vous mettent en retard. Gbagbo même, lui-même, où il est là, si on lui dit Gbagbo rentre au travail, il va commencer à travailler. C'est vous qui vous mettez en retard. D'ailleurs, il a déjà recommandé à Souadou de négocier. Or, pourtant, vous n'aviez même pas pensé ça un instant, que Gbagbo allait négocier à Alassane. Vous qui avez passé des années, on ne reconnaît pas Alassane. On ne reconnaît pas le gouvernement d'Alassane. On ne peut jamais causer à Alassane. Votre Gbagbo dit, lui, il veut causer avec lui. Vous voyez? C'est-à-dire, vos positions sur lesquelles vous êtes, Gbagbo, il n'est pas sur cette position. Lui, il voit ailleurs. Vous voyez autrement. Vous voyez bleu, bleu, lui là. Vous avez contesté, on dit, négocier, on ne négocie pas, on ne négocie pas, on ne connaît pas Alassane, Ouattara Burkinabé. Or, Gbagbo, il pouvait dire, bon, comme mes militants disent Ouattara Burkinabé, moi aussi, je prends la position de dire que Ouattara aussi Burkinabé. Mais lui, il veut négocier avec lui. Vous voyez? C'est-à-dire, Gbagbo n'est pas en accord avec vous. Il est en désaccord total. Vos visions là sont opposées aux visions de Gbagbo. Donc vous comprenez. Ceux qui vous manipulent, qui vous demandent de ne jamais reconnaître Alassane comme président, mes frères, dites-leur qu'ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Et que la famille du président travaille. Votre président, ex-président que vous suivez là, sa famille travaille pour le gouvernement. Ceux qui se disent exilés là, leur famille travaille aussi, leurs femmes même travaillent, leurs enfants travaillent là-bas au pays. Mais vous êtes comment? C'est eux qui sont bien placés, non? Ce sont eux en même temps qui vous manipulent. Pendant ce temps, ils passent en bas pour aller travailler. Vous, ils vous retardent. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté politique. On appelle ça la malhonnêteté politique. Et c'est déplorable, c'est regrettable. Moi, je vous dis cela, je préfère dire la vérité à mes frères et sœurs que de voir la vérité me taire. Parce que tôt ou tard, un jour, ça va peser sur vous. Vos décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent vous être fatales. Est-ce que vous comprenez? Imaginons que tu es ici, tu es en Europe, tu as un peu d'argent, tu veux investir. On dit, oh, c'est Ouattara, ne va pas, ne va pas, ne va pas. Et tu vas rester ici, tu vas mourir. Tes enfants. Ou bien ce sont les Blancs encore qui vont inventer n'importe quoi, ils vont prendre ton argent, ils vont bouffer. Et tes enfants, tu vas les laisser comme ça, mes frères. Pendant ce temps, ceux qui t'ont manipulé ne vont pas investir. Eux, ils ont déjà investi. Ne va pas faire tant. Eux-mêmes, ils travaillent là-bas. Et toi, tu as passé ton temps à rester ici jusqu'à ton argent où tu mets au blanc, il prend aussi ça. Un pauvre va tuer. Taxe de, je ne sais pas. Tout ça, là, ça va tuer, ça va bouffer ton argent et tu es là. Tes enfants vont avoir leurs gros yeux pour pleurer. Tu n'as rien laissé au pays pour eux. Et parce que les pro-Gbagbo t'ont dit, c'est Alassane qui était là. Et puis eux, c'est même là, ils ne vont même pas construire une maison pour toi en récompense. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc je suis là vous éclairer. Il ne faut pas me regarder, ne regarde pas mon visage. Je sais que je suis vilain. Je sais que je ne suis pas beau. Je sais que je ne te plais pas. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu n'aimes pas ma prise de position. Mais mon frère, à un moment donné, je te demande de prendre au moins 2 minutes. Écoute ce que je te dis. Même si ma personne t'énerve, écoute ce qui sort de ma bouche. Même le fait de prononcer le nom de Gbagbo, ça t'énerve. Écoute quand même ce que je suis en train de te dire. Toi-même, tu vas analyser. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Tu es doté d'un cerveau et ton cerveau est fait pour raisonner. Tu n'es pas crabe pour refuser de raisonner. Même le crabe là, le crabe raisonne.
Donc, raisonne en tant qu'un être humain. Je pense que j'ai été clair sur ce côté-là. J'ai été clair sur ce côté. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais demander à tous les probabos de laisser ceux qui font les choix. La vie est un choix. Vous voyez vous-même les probabos là. Vous voyez, au début, vous étiez dans la même lutte avec plusieurs de vos amis. Aujourd'hui, ces amis ont changé. Ce n'est pas parce qu'ils sont des traîtres. C'est vous qui les voyez comme des traîtres. Mais ils ne sont pas des traîtres. Ce sont des amis conscients qui ont pris conscience. Ils ont su qu'ils étaient dans la manipulation. Et ils ont décidé de prendre leur destin en main. Dans la vie, là, tu vas là où qui t'arrange. Parce que l'avenir ne sera pas préparé par Gbagbo. L'avenir de ta famille, là, ce n'est pas Gbagbo qui va enrichir ta famille. Ce n'est pas Gbagbo qui doit s'occuper de tes enfants, ta femme, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tes nièces, tes neveux. Jamais tes cousins ou cousines. Ce n'est pas Gbagbo qui va s'occuper d'eux. Toi, tu es né, tu es un être humain, tu te bats. Et ta famille t'a mise au monde, ce n'est pas à cause de Gbagbo. Ton père a eu la grossesse avec ta mère, ce n'est pas à cause de Gbagbo. Ton père enceintait ta mère. Ton père enceintait ta mère pour qu'il puisse avoir un enfant digne, une fille digne ou un garçon digne. Qui lui, il va travailler demain pour s'occuper d'eux quand ils ne seront plus en forme. Pour s'occuper aussi de ses frères et sœurs. Pour faire la fierté de la famille. Ils ne t'ont pas accouché à cause de Gbagbo. Il faudrait que ça soit dans tes nyoukouris là. Faut bien dans tes nyoukouris. Ton père, ta mère t'ont pas mis au monde à cause de Gbagbo. Eux, ils attendent quelque chose de toi. Ils ont payé ta scolarité. Ce n'est pas Gbagbo qui a dépensé sur toi, mon frère. Quand le maître de CPN te chicotait matin, midi, soir. Quand tu avais des problèmes à l'école primaire, ce n'était pas Gbagbo qui partait dans ces écoles-là pour régler l'affaire. C'était ton père ou la mère ou ta tante ou bien ton oncle qui s'y rendait pour régler ce problème. Ce n'est pas Gbagbo qui enlevait son argent dans ses poches pour financer tes études, mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est non plus aussi les proches de Gbagbo. Ce ne sont pas les amis de Gbagbo qui te manipulent là. Ce n'est pas eux qui ont financé tes études. Ce sont tes parents. Ce que je tiens à te dire, respecte d'abord tes parents qui eux ont souffert. Ce n'est pas Gbagbo qui t'a donné à têter jusqu'à quand tu as fait 4 pattes. Quand tu étais bébé, que ce soit ta soeur ou bien peut-être ta mère ne vit plus, ton père ne vit plus, peu importe, là où ils t'ont élevé, mais ce n'est pas Gbagbo qui t'a donné à têter. Ce n'est pas Gbagbo qui nettoyait ton cul lorsque tu déféquais en bas de toi. Ce n'est pas Gbagbo qui t'a éduqué. Il faudrait que tu le saches. Ne sois pas un esclave de Gbagbo. Ta famille a souffert pour que tu travailles. Ta famille t'a éduqué, ce n'est pas Gbagbo qui t'a éduqué. Tu n'as pas grandi dans la même maison que Gbagbo. Tu n'as pas été éduqué par les enfants de Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui payait ta galette matin, midi, soir. Ce n'est pas Gbagbo qui payait ton petit déjeuner. Quand tu tombes malade, ce n'est pas Gbagbo qui t'amène à l'hôpital pour te soigner. Il faudrait que tu le saches. Tu as grandi, tu as eu des diplômes. Tes parents ont souffert. Ou tes amis proches t'ont aidé aussi dans ta vie. Ou ta petite amie t'a aidé. Ou ton copain t'a aidé. Mon frère, ma soeur. Tu as réussi dans ta vie. Pourquoi te prive-t-il du pain de ton travail? Le pain de tes études. Pourquoi tu te prives de ça? Au nom d'un homme politique, Gbagbo. Mais est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? À cause de Gbagbo, tu laisses tout. Tu as souffert dans ta vie. Ils t'ont chicoté à l'école primaire. Tes amis t'ont frappé. Vous avez bagarré. Souvent même peut-être tu as été violé, toi la fille.
Au nom des études, Gbagbo n'a rien fait pour toi. Aujourd'hui, tu vas te priver de tout à cause de Gbagbo. Quand tu es malade, est-ce que tu vois 100 francs de Gbagbo? C'est ta famille en cause qui se bat. Ce sont tes proches qui se battent. Ce sont tes amis qui se battent pour ton bien-être. Pourquoi te prive-t-il de tous ces biens que tu dois avoir maintenant à cause de Gbagbo? Il te fait quoi? Ne sois pas esclave de Gbagbo. Sois toi-même. Je dis bien, sois toi-même. Sois toi-même. Il ne faudrait pas que Laurent Gbagbo réfléchisse à ta place. Ton cerveau là, Laurent Gbagbo ne doit pas te le guider ton cerveau. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui doit prendre les décisions que toi-même tu dois prendre. Il ne faudrait pas qu'il te manipule. Il faut le savoir. Quand tu sois femme, garçon, Gbagbo ne doit pas te manipuler. S'il te demande quelque chose, toi-même tu es un être humain, réfléchis bien. Ça ne t'arrange pas, tu dis pas question. Ça t'arrange, tu t'engages. Ça ne t'arrange pas, tu dis ouais, non, je ne veux pas. C'est son bien-être humain. C'est son bien-être humain. Mais lorsque tu n'es plus toi-même et que tu suis un leader, leader il est mauvais, tout ce qu'il dit c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais, tu suis ça mon frère, tu deviens esclave. Pendant ce temps, tu dis tu mènes une lutte de l'indépendance, de la liberté. Mais toi-même, tu es privé de ta propre liberté. Tu es privé de ta propre indépendance. Au nom de qui? Au nom de Gbagbo. Parce qu'il fait de toi son esclave. Voilà la vraie vérité. Donc quelqu'un qui veut libérer des gens, qui fait d'eux encore ses esclaves, ce n'est plus un bon leader. Voilà le danger. Voilà pourquoi je suis là vous conscientiser. Je vous conscientise pour dire d'être vous-même. Ne suivez pas Gbagbo, car Gbagbo n'est pas saint. Gbagbo n'est pas le bon Dieu. Il n'est pas Allah. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Abraham. Il n'est pas Mohamed. Vous devez le comprendre. Il faudrait que tous ceux qui vont écouter, ou bien tous ceux qui écoutent ce direct, comprennent une fois pour de bon. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ce que je veux de vous. Idem pour les pro-Ouattara. Alassane n'est pas votre Dieu. Tu as ton Dieu. Alassane n'a rien fait pour toi. Tu as grandi. Donc, une fois que Alassane prendra une décision et que tu vois que cette décision ne t'arrange pas, mon frère, il faudrait que tu montres ton mécontentement. C'est ça. C'est comme tu as marié une femme. Tu es là, elle, la femme, tu as fait d'autres tours. Tu l'as menée devant le maire, mariage coutumier ou bien moderne. Madame ne se comporte pas bien. Mais est-ce que pour autant que madame te donne tout, elle te permet de te satisfaire, elle te permet d'être à l'aise, elle prépare bien, tu manges, elle travaille, elle te fait des jolis enfants, que le joueur ne se comporte pas bien, tu vas rester muet, mais tu seras obligé de lui faire tes reproches pour dire je ne suis pas content. Avec tout ce qu'elle partage avec toi. Tu veux te vient en aide, mais lorsqu'elle pose un acte qui n'est pas bien, tu dois lui dire la vérité. En plus, il faut un leader qui lui, il ne fait rien pour toi. Il ne fait rien pour toi, il ne te satisfait même pas. Et il prend des décisions qui est incapable de t'imposer. Est-ce qu'il paye ton salaire chaque fin du mois? C'est lui qui te nourrit. Souvent, ta femme, elle te nourrit. Soit madame, monsieur, il te nourrit, non? Ou bien soit tu nourris monsieur. Monsieur te satisfait, ou bien tu satisfais aussi monsieur. Monsieur prépare, ou bien toi aussi tu prépares. Vous faites des beaux enfants. Vous faites une bonne truc, une belle aventure. Vous voyagez partout dans le monde. Vous donnez des conseils. Mais le jour monsieur est en erreur, tu tapes dur sur monsieur. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu ne t'opposes pas, monsieur? Le jour où il te trompe, ton visage devient comment? Tu oublies que vous avez passé des années ensemble. Tu t'opposes violemment, tu lui parles violemment. Tu lui parles violemment. Tu t'opposes, tu t'imposes plutôt, tu t'opposes à ses actes. Tu as oublié que dans le passé, ou bien vous vivez des beaux temps. Mais c'est ça. Pourquoi quand c'est Gbagbo, tu ne peux pas parler? Et puis tu es là, tu es glacé, on dirait un truc au poulet, ils ont mouillé dans l'eau froide. Pourquoi? Gbagbo est mieux que ton mari? Toi, Gbagbo est mieux que ta femme? Mais à un moment donné, soyez conscients quand même. Prenez conscience. Mais les pro-Gbagbo disent Gbagbo est un dieu. Ils disent Gbagbo est un fétiche. Mais fétiche c'est quoi?
Fétiche, c'est quoi? On adore les fétiches. Et quelque chose qu'on adore, c'est que c'est ton Dieu. Quand tu adores cette chose devient ton Dieu. Donc, ceux qui ne connaissent pas le fétiche, mais quand tu dis ce sont des fétiches, on fait quoi aux fétiches? On adore les fétiches. On fait quoi à l'église? Mais on part là-bas pour faire quoi? On adore. Quand on part là-bas, on adore Dieu. Donc, là où tu penses, l'église est le fétiche de certaines personnes. C'est-à-dire, c'est leur Dieu. Mais quand tu pars à la mosquée, tu fais quoi? Mais tu t'en vas adorer tes fétiches à la mosquée. Quand je dis fétiche, ce n'est pas dans le sens propre. Mais quand on part à la mosquée, on s'en va adorer Dieu. Et ce Dieu, elle est fétiche pour ceux qui sont les musulmans. Les chrétiens, leur Dieu, elle est fétiche pour ceux qui sont chrétiens, qui adorent Jésus. Les musulmans qui adorent Allah. Et ceux qui adorent les autres. Mais les autres sont leur quoi? Leur fétiche. Donc, quand on dit fétiche, c'est le Dieu que tu adores, que tu peux appeler fétiche. Voilà, c'est clair. Donc, lorsque vous dites que Babou est votre fétiche, c'est qu'il est votre Dieu. Il n'y a pas de débat. Voilà le danger. Ah, nul sur cette terre ne peut s'opposer à son Dieu. Voilà pourquoi les pro-Babou, ils sont des vrais esclaves. Ils ne peuvent rien dire. Tout ce que Babou dira, ils sont alignés sur ça. Parce que pour eux, Babou est un Dieu. Voilà le danger. Voilà pourquoi on dit les gars, vraiment, les gens, ils ne comprennent pas. Comment ils raisonnent, ils ne comprennent pas dans quel état d'esprit ils sont. Ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Parce que pour eux, leur leader est un Dieu. Idolâtrie, tout ça là, c'est ça qu'on appelle Dieu, mon frère. Tu adores quoi? Si quelque chose n'est pas ton Dieu, tu vas adorer ça. Comment? Là où tu t'en vas prier. On prie où? Mais ce que tu appelles ton Dieu, ce que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose, c'est ça que tu appelles tes fétiches, l'idolâtrie. C'est ça qui est le Dieu. Mais c'est clair. Voilà. Donc, voilà pourquoi je veux faire comprendre. Je veux faire comprendre certaines personnes d'arrêter d'arrêter leurs conneries et de comprendre. Tout le monde doit s'aligner sur la voie du développement. Et concernant la réconciliation, c'est la jeunesse qui doit se charger. Voilà pourquoi la FAD a été créée. La FAD est une association une fondation des associations de la diaspora. C'est une fondation des associations de la diaspora ivoirienne pour soutenir la paix en Côte d'Ivoire, pour soutenir aussi les causes du développement, pour soutenir aussi le bien-être de notre société et tout. Voilà l'esprit de la FAD. Et il y aura une réunion de la FAD ce mois le 14 à Trocadéro à Paris. Allez-y, allez-y assister à ça. Je pense que vous allez aimer. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vraiment aimer ça. Donc, c'était l'incontournable bien compris. Beaucoup vont m'insulter, mais plus tard, ils comprendront. Ce que je dis là, beaucoup m'écrivent pour dire, ah, Gaïa, merci, tu nous as délivrés. Je dis, je ne suis pas Dieu pour délivrer qui que ce soit. Beaucoup me remercient. Des gens qui étaient des vrais radicaux. Mais avec mes vidéos, beaucoup ont pris conscience et me remercient. Merci, tu nous as délivrés. J'ai dit, je ne suis pas Dieu pour délivrer qui que ce soit. C'est un message que j'ai fait passer. Si tu as compris, Dieu merci. Si tu n'as pas compris, Dieu merci aussi. Mais un jour, tu comprendras. Donc, beaucoup m'insultent aujourd'hui, mais demain, c'est même qui m'insultent. Ce sont ces mêmes-là qui vont me remercier encore. Pour dire, Gaïa compris avait raison. Donc, c'était l'incontournable Gaïa compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frôlé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Ciao, ciao, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le développement, vive les œuvres d'Alassane Ouattara. Ciao.